Chers amis, chers collègues, chers étudiants, bonsoir. Ce serait un grand plaisir pour moi d'être dans ces murs où j'ai travaillé pendant 27 ans si la situation n'était pas si tragique. Néanmoins, je vais essayer de m'adresser en tant que linguiste à un public de la faculté des lettres et aussi à un public venant un petit peu d'ailleurs. Il se trouve que plusieurs personnes m'ont demandé si l'ukrainien est un patois du russe ou pas. Cette question m'interroge beaucoup en tant que linguiste parce que ça voudrait dire que pour certaines personnes, il y a un rapport entre le statut de la langue ukrainienne et la guerre. Ce n'est pas du tout évident qu'il y ait un rapport de causalité, de relation entre ce statut de langue, dialecte ou patois et puis une guerre. En effet, il y a beaucoup d'autres façons de se haïr. Par exemple, en Irlande, les catholiques et les protestants parlent la même langue, mangent la même nourriture et se détestent. D'après ce que j'ai compris, au Rwanda, les Hutus et les se détestent aussi, mais parlent la même langue. Par conséquent, le problème ce soir, c'est quel est le rapport entre les idées, les représentations sur la langue et les problèmes de conquête territoriale. Pour une fois, les linguistes sont amenés à donner une expertise sur ce genre de problème. Vous savez que les linguistes, par le grand public, sont souvent confondus avec les grammairiens. Vous savez que la grammaire a une horrible réputation d'être une invention sadique pour embêter les petits-enfants à l'école. Eh bien, pour une fois, on va avoir à expliquer d'un point de vue linguistique qu'est-ce qui se passe. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en réalité, derrière ces diatribes, derrière ces discussions, c'est tout le problème anthropologique de qu'est-ce que c'est qu'un être humain et quel est son rapport avec le groupe auquel il est censé appartenir. Ma position, c'est que c'est une position citoyenne ou civique, à savoir que le sujet humain est libre, dans une certaine mesure, mais libre quand même, et responsable de ses choix. Ce que je viens d'exposer est rejeté par l'extrême gauche qui appelle ça une position individualiste petite bourgeoise et par l'extrême droite qui appelle ça une position antipatriotique. Pardon, c'est une erreur ici. Et puis, cette position, à l'époque stalinienne, était appelée cosmopolitisme. Donc, vous voyez bien qu'on marche sur des œufs à partir du moment où on s'engage dans une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Alors, je vous présente un endroit de l'Europe qui est relativement mal connu. Et c'est vraiment très curieux parce que ce n'est pas très loin d'ici. Et vous voyez, si on trace une ligne entre la Baltique et la mer Noire, une ligne entre la Baltique et l'Adriatique et une ligne entre l'Adriatique et la mer Noire, on obtient une sorte de terre inconnue et qui, malheureusement, est extrêmement importante pour notre compréhension de qu'est-ce que c'est que l'Europe et quelles sont les frontières orientales du monde dit occidental. Alors, le charme du travail des linguistes, c'est que les signes ne sont pas des choses et que nous sommes perpétuellement dans les malentendus. Où sont les frontières orientales de l'Europe occidentale? Vous savez sans doute que pour Milan Kundera, Prague n'est pas en Europe de l'Est mais en Mitteleuropa et que la Russie est en Asie de l'Ouest. Ce qui veut dire que, après cette diatribe, que les points cardinaux ne sont pas de simples coordonnées géographiques mais ont un poids idéologique et politique fondamental. Alors, on va parler d'un cadre de pensée qui permet de comprendre pourquoi, en Europe orientale, c'est sur la langue que se focalisent les discussions, alors que dans d'autres endroits, ça peut être la religion ou l'aspect physique, ou etc. Pourquoi la langue en Europe orientale? Parce qu'il y a un cadre de pensée qui a une histoire. Vous avez tous reconnu un Français. Bon, ça amuse beaucoup les étudiants que j'avais en Russie parce qu'ils l'avaient reconnu immédiatement. En Europe occidentale, que ce soit en Suisse, en France ou dans d'autres pays d'Europe occidentale, tous les citoyens d'un État possèdent la même nationalité, ce qui signifie l'appartenance à un État.
Ce sont des citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même passeport. Alors, en Russie, comment ça marche? On distingue entre nationalité et citoyenneté, qui sont des synonymes en français, mais pas en russe. Regardez, ça, c'était le formulaire de demande de visa soviétique, à l'époque soviétique, et vous voyez que ici, on a deux catégories, la nationalité d'une part et la citoyenneté d'autre part. Il était extrêmement difficile pour nous de répondre à cette question, puisqu'elle n'a aucun sens en français, mais en Russie, en Union soviétique, c'était parfaitement clair qu'on peut être, on va le voir après, un citoyen soviétique de nationalité russe, ukrainienne, juive, etc. On va revenir là-dessus. Alors, un peu d'histoire, et d'histoire intellectuelle, qui permet de mettre un peu d'ordre dans ce chaos gigantesque. À la fin du XVIIIe siècle, se mettent en place deux modèles différents de la notion de nation. En France, le modèle jacobin, qui est dominant, qui n'est pas total, mais dominant à la Révolution de 1789, et en Allemagne, le modèle romantique. Vous savez que l'Allemagne, à cette époque-là, n'était pas un État, mais était dispersé, disloqué entre une grande quantité de micro-États séparés par des barrières douanières et administratives. Et à partir de là, on va avoir deux façons d'envisager l'identité collective. Alors, dans le modèle jacobin, la nation est un projet politique et la nation ne peut exister qu'à partir du moment où elle est créée par une assemblée constituante, alors que dans le modèle romantique, la nation est un fait naturel. C'est à la fois une langue et une culture. Par conséquent, dans le modèle jacobin, la nation et l'État, c'est la même chose, alors que dans le modèle romantique, la nation n'est pas l'État, puisque la nation allemande pouvait exister indépendamment d'un État allemand. Donc, ici, la nation, c'est le résultat de la création de l'État, alors que là, la nation précède l'État et peut se passer d'État. Donc, la langue, dans le modèle jacobin, c'est le résultat de la nation, alors que dans le modèle romantique, la langue est l'origine de la nation. Autrement dit, ici, c'est la nation qui fait la langue, et là, c'est la langue qui fait la nation. On a donc deux façons radicalement antithétiques de voir le rapport entre les deux. Il faut comprendre, mais ça c'est très important, que dans l'approche jacobine, la langue française n'était pas la langue de l'ethnie française. Ça n'avait aucun sens pour eux, puisque à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les citoyens sont égaux, mais la langue dite de la raison. On peut être d'accord ou pas, ça, c'est pas le problème. Mais dans cette idéologie, c'est bien la langue de la raison. Alors que, vous voyez, moi, j'ai eu autrefois une collègue bulgare qui m'avait, une dame érudite, connaissant très bien le français, charmante, et qui m'a expliqué que le crâne des Bretons était différent du crâne des Français. Donc pour elle, c'était parfaitement clair que, anthropologiquement, quasiment biologiquement, les Français sont une ethnie différente des Bretons. Tout notre métier de linguiste slaviste et sans doute de slaviste en général a consisté à être confronté à ce genre de discussion, à ce genre de découverte étonnée, effarée, d'une autre façon de penser. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de notre travail. Alors, vu d'Allemagne maintenant, voyons voir ce que ça donne, parce qu'en Allemagne, on s'est beaucoup intéressé à cette différence. Le modèle jacobin est appelé Staatsnation, alors que le modèle romantique est appelé Kulturnation. Avec ça, on est déjà dans le vif du sujet. Et on va avoir une opposition très très forte entre Gesellschaft, c'est-à-dire la société, et Gemeinschaft, c'est-à-dire la communauté. Et le couple classique de gens qui sont à l'intérieur d'une métaphore naturaliste des sciences humaines, c'est que le naturel est magnifié au détriment de l'artificiel. Ce système s'explique par une histoire différente de la notion de nation et d'État, parce que la notion d'État-nation, qui est extrêmement répandue dans la presse, par exemple, n'a pas le même sens en France en 1792, parce que là, l'État précède la nation. Et mettons, par exemple,
en 1848. Pourquoi 1848? Parce que c'est le printemps des nations, ou au contraire, la nation croate précède l'État. Il m'est arrivé, vous savez, il y a une chose absolument passionnante que je vous conseille d'essayer un jour, c'est d'essayer d'expliquer la Suisse en Europe orientale. Dès qu'on passe le Danube, les réactions sont très très étonnantes. Un jour, j'étais en Géorgie et je visitais le musée de Nicolas Marr, donc un linguiste géorgien. Et les gardiens de ce petit musée situé dans la campagne, des gens absolument charmants et tout plein d'intérêt pour quelqu'un qui vient de Suisse, me pose la question « Ah, vous êtes suisse, donc parlez-nous de votre belle langue suisse ». Lorsque j'explique que ça n'existe pas, la réaction était tout à fait passionnante. Ils m'ont dit « Oh, comme on vous plaint, comme c'est triste, il va falloir que vos poètes, vos écrivains travaillent encore beaucoup pour construire votre langue nationale qui sera l'embryon de votre nation. » Donc, moi, je tombais des nues, bien sûr, parce que là, nous sommes sur deux planètes différentes. Deux planètes qui sont deux façons radicalement différentes d'envisager l'identité collective. Donc, le rôle des poètes, c'est vraiment très intéressant, puisque ce qu'on enseigne, la langue russe que nous enseignons, s'appelle la langue littéraire. Et on va y revenir aussi, mais cette notion de langue littéraire a un rapport avec la langue de la littérature, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle en français la langue standard. Donc, aussi, à d'autres moments, certaines personnes m'ont expliqué que l'embryon de l'édification de la nation suisse, c'est bien sûr la langue romanche, c'est-à-dire que petit à petit, la totalité de la population suisse va se mettre au romanche, qui sera le noyau intellectuel, culturel, poétique de la future nation suisse, à base du romanche. Bon. Vous voyez combien notre métier est intéressant? Alors, évidemment, la Suisse actuelle ne peut pas exister en tant qu'État, si, mais pas en tant que nation. Ça n'est pas du tout possible, puisqu'il n'existe pas de langue suisse. Donc, vous voyez que dans cette idéologie, je dis bien idéologie au sens de système de représentation, c'est bien la langue qui fait l'identité collective. Donc, dans ce type d'idéologie, qui est en même temps un système administratif, il est bien clair que les Suisses romans sont des citoyens helvétiques de nationalité française, les Tessinois sont des citoyens helvétiques de nationalité italienne, etc., etc. Et j'ajouterais que, c'est encore plus extraordinaire, mais les Suisses romans, par exemple, sont supposés rêver de quoi? Eh bien, de réintégrer la mère patrie qui est de l'autre côté du lac. Bon, je vous laisse méditer sur ce genre de représentation. Alors, cette idéologie repose sur un postulat parfaitement explicite, à savoir qu'un territoire est nécessairement ethniquement et linguistiquement homogène, il n'y a pas de population mélangée, pas de bilinguisme et surtout pas d'incertitude identitaire. On est d'un côté ou de l'autre, pas de mélange. En 1983 a eu lieu en France une discussion très intéressante. Un certain Salomon Brook écrit ou publie en langue française à Moscou un livre qui s'appelle « Ethnodémographie du monde ». Il propose une classification ethnographique de tous les États du monde et en particulier de la France. On apprend qu'en France, les Français forment 82,5% de la population et qu'il y a d'autre part, je continue à citer, les Alsaciens, les Flamands, les Bretons, les Basques, les Catalans, les Corses, les Juifs, les Arméniens, les Tziganes et autres, et que les Alsaciens lorrains s'apparentent aux Allemands. Alors, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas ici en sociolinguistique, parce que tous ces gens-là, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des immigrants, ce n'est pas des gens venant d'Afrique du Nord ou de Syrie. Ce sont bien des citoyens français de nationalité alsacienne, corse ou juive. Et vous voyez, quand on parle de malentendu, on est bien ici dans un malentendu fondamental. C'est-à-dire que ici, la sociolinguistique est recouverte par l'ethnographie. Alors,
Georges Marchais, qui à cette époque-là était le secrétaire général du Parti communiste français, s'est fendu d'une lettre ouverte au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, dans laquelle il exprime, je cite, sa très vive irritation causée par ce livre. On peut penser ce qu'on veut de Georges Marchais, mais sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Regardez ce qu'il écrit. « Ces allégations sont odieuses et ridicules. Pour nous, comme pour tous les citoyens de notre pays, et français, tout homme, toute femme, de nationalité française. La France n'est pas un État multinational, c'est un pays, une nation, un peuple, fruit d'une déjà longue histoire. Toute tentative opérant sur des critères hasardeux dont la frontière avec le racisme est imprécise, visant à définir comme non purement français tel ou tel membre de la communauté française, est une offense à la conscience nationale. Personne ici ne peut l'accepter, et notre parti moins que tout autre. » Donc là, on est dans une confrontation explicite, ce qui est relativement rare, entre ces deux façons d'envisager l'identité collective dont j'ai parlé au début. Alors, comment ça se passait avant la Révolution dans l'Empire russe, dans l'Empire des Tsars? Les habitants étaient classifiés en fonction de leur religion. Religion, c'est-à-dire que, comme il n'y avait pas d'état civil au niveau de l'État, l'état civil était entre les mains des paroisses. Donc, on était forcément inscrit dans une paroisse, en général orthodoxe, mais aussi musulmane, etc. Et il était impossible de ne pas avoir de religion. L'idée d'être sans religion était équivalente de ne pas exister. Et aussi, il était impossible de changer de religion, puisque aucune paroisse n'accepterait d'enlever une indication de naissance pour la donner à la concurrence. Alors, à partir de 1932, est institué le système des passeports internes, pasportizatsiya en russe. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les citoyens soviétiques ont été obligés de déclarer, et c'est la seule fois où ça a été possible, de déclarer volontairement leur appartenance à une nation. Et à partir de ce moment-là, la totalité de la population soviétique a été classée de façon ethnographique entre des nationalités qu'on pourrait, à mon avis, le mieux traduire par ethnie, juif étant aussi une nationalité. Alors, vous voyez, tout citoyen soviétique possède une nationalité russe, ukrainien, polonais, ouzbek, juif, tzigane, etc. Et ça, c'était écrit sur les papiers d'identité. Alors, actuellement, en Russie post-soviétique, ce n'est plus indiqué sur les papiers d'identité, mais à la naissance, la catégorie administrative existe encore. Une dame que je connaissais à Saint-Pétersbourg, juive, m'a raconté que sa mère, en 1932, avait été convoquée au bureau de police de son village et elle devait s'inscrire. Et elle a écrit juive sur son formulaire. Le flic du village lui a dit « Écoute, c'est pas une bonne idée. Moi, je te conseille d'écrire plutôt russe parce que vous pourriez avoir des ennuis. » Elle n'a pas accepté, elle a écrit juive et vous savez ce qui s'est passé pendant la guerre avec les Einsatzgruppe des nazis. Elle est morte. Alors, c'est ce qu'on appelle le 5e point, Pятый пункт, sur les documents d'identité, nom, prénom, nom, date de naissance, prénom, nom, patronyme, date de naissance. Et le 5e point, c'était la nationalité, le Pятый пункт. Voilà ce qu'était le passeport soviétique. Et vous voyez que là, dans toute enquête, dans tout formulaire, il y avait toujours la notion de nationalité et citoyenneté. Je dois raconter encore une chose qui est importante à comprendre. À la fin, au moment de la perestroïka, lorsque les frontières ont commencé à s'ouvrir, on a vu arriver à la télévision française une sorte d'extraterrestre. C'était un ancien soldat de l'armée française qui avait été fait prisonnier par les Allemands pendant la guerre. Dans son camp de prisonniers, il avait rencontré une Ukrainienne.
C'est l'armée soviétique qui avait libéré le camp et il s'était marié avec elle. Il était allé vivre avec sa femme en Ukraine. Et pendant 50 ans, on n'avait jamais entendu parler de lui. À la perestroïka, il a voulu aller en France pour retrouver sa famille et il est arrivé avec un passeport où était écrit « citoyen soviétique de nationalité française ». C'est-à-dire que du point de vue soviétique, c'est parfaitement clair. Du point de vue français ou suisse, ça n'a strictement aucun sens. Mais vous comprenez, il faut bien comprendre que cette nationalité est quelque chose d'objectif. On ne peut pas jouer avec. C'est parfaitement objectif. De la même façon, lorsque Solzhenitsyn a été déchu de sa citoyenneté en 1975, jamais les sbires du KGB n'auraient eu l'idée folle de le priver de sa nationalité russe, parce que la nationalité, c'est un peu comme la couleur des yeux, c'est naturel, alors que la citoyenneté, on peut en changer et même en être privé. Alors, à l'époque soviétique, on pouvait être citoyen soviétique de nationalité russe. Dans la Russie actuelle, il y a une nouvelle terminologie, que Rossiyski remplace Sovietski et on a toujours Russki. Alors, en allemand, ça marche très bien. On a Russisch et Russländisch. Malheureusement, en français, ça n'existe pas. Alors, on peut dire russien, mais c'est une terminologie qui n'est pas encore acceptée. Mais vous comprenez que ça, c'est vraiment très, très utile, parce que dans ces cas-là, on peut être russländisch de nationalité ouzbek ou tatar. Donc, répétons, on l'a déjà dit, que dans l'actuelle Fédération de Russie, il y a des citoyens russes de nationalité russe, des citoyens russes de nationalité tatare, ukrainienne, juive, arménienne, chouvache, et en dehors de Russie, dans ce qu'on appelle l'étranger proche, vivent des citoyens d'autres pays, Lettonie, Ukraine, Moldavie, qui sont, du point de vue russe, de nationalité russe, mais pas du point de vue letton ou moldave. Alors, il a été très difficile de faire comprendre à mes étudiants que la Suisse et la Russie, ça ne marche pas de la même façon, et surtout que ce qu'on appelle l'origine en Suisse n'a absolument aucun rapport avec la nationalité en Russie. Et ça, dans les deux sens, c'est-à-dire que mes étudiants russes que j'avais quand j'enseignais à Saint-Pétersbourg ne comprenaient pas non plus du tout que veut dire l'origine en Suisse. Alors, j'ai parlé de la France et de l'Allemagne tout à l'heure. Le problème n'est pas du tout une opposition entre France et Allemagne. Il n'est même quasiment pas une opposition entre la droite et la gauche, mais une opposition entre deux façons, je répète, anthropologiques d'imaginer la relation de l'individu au groupe auquel il est censé appartenir. On va trouver en France, je dois dire, une bande de dingues qui a exactement la même idéologie, à savoir que nous sommes rigoureusement, totalement déterminés par la langue que nous parlons. Alors, un certain Ben Vautier, que peut-être vous connaissez, c'est un dessinateur niçois, qui appartient au PNO, c'est le Parti nationaliste occitan dans le sud de la France. Alors, regardez, voici une carte pour faire la guerre. Vous comprenez comment ça marche? C'est très simple. Il y a par exemple ici, vous voyez, la France, et puis ici, l'Occitanie. Alors, nous, où est-ce qu'on est? Eh bien, on n'existe pas, bien sûr, puisque la Suisse, vous voyez, tout comme le Val d'Ost, forme un continuum territorial jusqu'en Normandie, séparé de la Bretagne, et la Wallonie en fait partie. Donc ici, on est dans le même. Alors que vous passez à peu près la vallée du Rhône vers Montélimar, et vous êtes dans un autre pays où on parle une autre langue. Et ce qui est important, c'est que l'auteur de cette carte dit « le territoire d'une nation est le territoire où est parlé, où a été parlé une langue ». Avec ça a été parlé, vous voyez qu'on ne peut que faire la guerre. Alors, après,
comme cette carte folle date de 1988 et que cet auteur ne connaissait pas grand-chose aux langues, il a inventé une Tchécoslovaquie, il a surtout inventé une Serbo-Croatie, ce qui est vraiment complètement fou. Mais ce qui est vraiment très intéressant, regardez par exemple la forme de la Hongrie, de la Roumanie. Vous voyez, il est tout à fait certain qu'ici, en plein centre de la Roumanie, il y a des citoyens roumains qui parlent le hongrois. Et là, on a la plaine de Pannonie. Mais vous voyez, on les a, au nom de la continuité territoriale, on les a rassemblés par cette espèce de petite langue à l'intérieur même de la Roumanie, comme si ici, il y avait des hongarophones, ce qui est totalement faux, mais avec le principe de la continuité territoriale. Alors, n'insistons pas sur le fait qu'il invente une Ukraine parfaitement homogène. Il invente aussi ici une Biélorussie qu'il appelle la Krivitchi, etc., etc. Vous voyez que l'Albanie comporte le Kosovo, que la Bulgarie comporte la Macédoine, donc que par contre la Corse est divisée en deux, entre l'italien et le sarde. Que cette carte soit faite par un incompétent, ce n'est pas ça le problème. C'est le mode de raisonnement qui compte, à savoir qu'on ne peut pas ne pas être déterminé entièrement à 100%, de façon totalement explicite, par la langue que nous sommes supposés parler. Donc, moi, en tant que nominaliste de formation, j'insiste que c'est le nom qui crée la chose et non pas la chose qui crée le nom, et que l'homogénéité est une construction. Alors, voici un autre exemple que je pense important, parce que les discussions sur la langue et l'identité en Europe orientale, elles ne tombent pas du ciel, elles ont une histoire, et que cette histoire a à voir avec, encore une fois, l'opposition entre la France et l'Allemagne. Alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe. 1898, nous sommes chez Friedrich Ratzel, Deutschland Einführung in die Heimatkunde. Alors, comment on fabrique de l'Allemagne dans une idéologie impérialiste? Vous voyez, il y a une ville qui s'appelle en français Dunkerque. Dunkerque fait partie de la Flandre française. Elle a été conquise à l'époque de Louis XIV, au début du XVIIIe siècle. Donc, cette ville s'appelle Dunkerque. Mais Friedrich Ratzel, lui, l'appelle Dunkirchen. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que, en fait, on est en Flandre. Donc, en flamand, c'est Dunkirke. Et Dunkirke, ça veut dire l'église sur la dune. C'est tout à fait certain. Mais si vous considérez que le flamand est une variante de l'allemand, alors dans ces cas-là, le véritable nom est Dunkirchen, dont la variante flamande n'est qu'une espèce de folklore local, alors que si au contraire vous l'appelez Dunkerque, vous êtes dans un territoire français. Donc vous voyez que par un jeu sur le rapport entre la partie et le tout, entre le semblable et le différent, on peut fabriquer du territoire à n'en plus finir. Alors bien sûr, les Allemands vont dire que Strasbourg s'appelle Strasbourg est une aberration, bien sûr. Et ça, on ne s'en sort pas. Alors, ça, c'est pour les logiciens. Comment on fait la différence entre la partie et le tout? Comment on fait la différence entre le semblable et le différent? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec une similitude approximative? Il y a 2500 ans qu'on se pose ce genre de questions, et ce n'est pas cet après-midi qu'on va la résoudre. Mais il faut bien comprendre que toutes ces histoires qui se passent actuellement en Europe orientale, ça ne tombe pas du ciel. Alors, prenons le français en tant que langue. Et on va avoir une différence essentielle avec ce qui n'est pas le français. Et prenons par exemple un dialecte bourguignon, qui a quasiment disparu, mais qui a autrefois existé. Si c'est une variante locale, dans ces cas-là, vous voyez que la différence entre le bourguignon et, je ne sais pas moi, l'auvergnat, est une variante locale, donc différence inessentielle. Mais vous pouvez toujours trouver des nationalistes locaux qui vont décider que le bourguignon n'est pas un dialecte mais une langue. Alors dans ces cas-là, si le bourguignon est une langue, il s'agit d'une différence essentielle.
puisqu'on va avoir d'un côté le français, de l'autre côté le bourguignon. Mais qui va décider si on est dans une différence essentielle ou une différence inessentielle? Uniquement des dirigeants politiques. Parce que ce n'est certainement pas les linguistes qui ont déjà suffisamment de boulot comme ça à décider si on est dans l'essentiel ou dans l'inessentiel. Ça n'a absolument aucun sens du point de vue du travail de la linguistique. Prenons encore un exemple qui me semble intéressant. Ceci est l'Allemagne, ceci est les Pays-Bas, à peu près. Alors, entre la ville de Maastricht et la ville d'Aix-la-Chapelle, ou Aachen, il y a une petite centaine de kilomètres. Les enfants à l'école apprennent des langues différentes, mais d'un village à l'autre, et surtout des deux côtés de la frontière, les enfants à la maison parlent le même dialecte. En revanche, il est bien évident que entre le Plattdeutsch et le Hochdeutsch, les enfants à l'école apprennent la même langue, mais à la maison parlent ou auraient pu parler ou parlent un peu des dialectes différents. Donc, vous voyez, et puis admettez que, à l'époque de l'unification allemande en 1870, si la Bavière avait été indépendante, dans ces cas-là, à Munich, on parlerait le bavarois et pas le Hochdeutsch. Donc, vous voyez à quel point, je ne veux pas tomber dans l'extrême relativisme, mais la notion de langue nationale, langue d'État, dépend bien entendu de l'État et n'est pas à l'origine de la fabrication de cet État. Alors, je dois dire que j'ai une certaine admiration pour un personnage qui n'a pas une bonne réputation, c'est le chancelier Bismarck, qui, en tant que militaire, a dit d'une façon très claire qu'une langue, c'est un dialecte qui a une armée et une diplomatie. Vous voyez ? C'est la seule différence étatique, politique, quasiment militaire, entre une langue et un dialecte, du point de vue aussi bien des linguistes que du chancelier Bismarck. Bon, à part ça, on peut ne pas avoir beaucoup de sympathie pour lui. Mais c'est ça qui est essentiel, c'est qu'il n'y a aucun critère linguistique permettant de décider si on est dans une langue ou un dialecte. Malheureusement, pour le grand public, un dialecte, c'est péjoratif. Ça veut dire que c'est en gros une langue de plouc, alors que la langue est supposée avoir un statut de prestige. Mais ça, c'est de la politique, ça n'a rien à voir avec la linguistique. Alors, encore une fois, les choses ne tombent pas du ciel. Il y a un modèle pour toutes les discussions, c'est-à-dire à qui doit appartenir l'Alsace. Vous voyez là, c'est bien connu, les armées françaises en déroute arrivent en Suisse et demandent l'hospitalité à la Suisse. Et puis voilà une carte postale patriotique après la défaite de 1870, quand en France on y pensait toujours, on n'en parlait jamais, on pensait à la ligne bleue des Vosges, une Alsacienne à la frontière et puis un soldat français. Échangeons des baisers d'amour et d'espérance, nos deux cœurs n'en font qu'un pour adorer la France. Voilà. Alors, et puis bien sûr, on a la propagande allemande à côté, hinaus mit den Welschenplunder. Donc, on était bien évidemment, à cette époque-là, dans une avalanche de propagande croisée. Toute allusion à la situation actuelle est évidente. Alors, il faut connaître, dans l'histoire intellectuelle, un débat entre Ernest Renan et David Strauss. Ernest Renan et David Strauss se connaissaient bien. Ils étaient des écrivains, des penseurs. Ils avaient chacun écrit une vie de Jésus. Et après la guerre de 1870, ils ont échangé des lettres ouvertes par les journaux. Ernest Renan n'est pas quelqu'un de très, très fréquentable. C'était un antisémite notoire. Mais pour cette discussion, c'est extrêmement important de comprendre. Alors, Ernest Renan a écrit un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?», où il explique. L'argumentation de Strauss, c'est « Ouvrez vos yeux, regardez la couleur des pierres de la cathédrale de Strasbourg. Est-ce que ce n'est pas évident que c'est la même couleur de grès que la cathédrale de Freiburg-in-Bresgau ? Écoutez la façon dont parlent les Alsaciens. Est-ce que ce n'est pas évident que leur dialecte est un dialecte germanique ? Très bien. Alors, Renan répond « Oui, c'est vrai, l'alsacien est un dialecte germanique.
Oui, c'est vrai, les pierres de la cathédrale de Strasbourg sont de la même couleur que celles de Freiburg et Bresgau. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est pas ça le problème. Et il écrit: l'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Et il ajoute: si des doutes s'élèvent sur les frontières, consultez les populations disputées. C'est-à-dire que là, encore une fois, nous avons un affrontement entre une vision naturaliste, objectiviste, et une approche subjective, volontariste de l'identité collective. Alors, regardez bien. Pourquoi les baleines? Parce qu'au XIXe siècle, il y a eu une grande discussion pour savoir si les baleines sont des poissons ou des mammifères. Au début, on pensait que c'était des poissons, maintenant on sait que c'est des mammifères, mais surtout, personne n'aurait eu l'idée folle de demander aux baleines leur avis. Parce que nous, on le sait mieux que les baleines si elles sont des poissons ou des mammifères. Or, Heinrich von Treitschke, qui était le ministre de l'Intérieur de l'Allemagne prussienne, il nous dit « Wir Deutschen wissen besser ». Alors, en français, ça nous donne « Nous, les Allemands, qui connaissons aussi bien la France que l'Allemagne, nous savons mieux ce qui est bon pour les Alsaciens que ces malheureux eux-mêmes, qui sont restés sous l'influence trompeuse de leur vie française, hors de leur loyauté envers la Nouvelle-Allemagne. Nous voulons, contre leur volonté, leur rendre leur véritable identité. » Ça, c'est clair. On sait mieux que, comme nous, on sait que les baleines ne sont pas des poissons, mais des mammifères. On est donc à l'intérieur d'une science naturelle, ou plus exactement naturaliste. Cette idéologie naturaliste fait que les êtres humains sont comme des animaux, parfois même comme des plantes. Vous voyez à quel point la reconstitution d'une histoire intellectuelle du XIXe siècle met un petit peu d'ordre dans les arguments qui sont échangés actuellement au sujet de l'appartenance de l'Ukraine. Alors, regardez bien maintenant, encore une fois, comment se passe la réalité dialectale. Ce qu'on appelle un diasystème, c'est un système continu, ou plus exactement graduel. Ceci est un village. Dans ce village, on parle un certain dialecte. Et puis, dans le village d'à côté, on comprend très bien les gens d'à côté. Peut-être ils ont quelques mots un peu bizarres, un peu différents, mais c'est évident qu'ils sont comme nous. On se marie ensemble, on va au marché ensemble. Et puis, il y a le village un petit peu plus loin. Alors là, on les comprend encore, un petit peu moins bien, mais quand même, on comprend. Et puis, de place en place, on comprend toujours le village d'à côté, mais plus on s'éloigne, il se peut qu'aux deux extrémités de la chaîne, il y ait rupture de compréhension. Alors que jamais il n'y a eu discontinuité. Vous voyez ? Donc pas de discontinuité, mais néanmoins, aux deux extrémités de la chaîne, rupture de compréhension. Donc c'est le graduel. Le problème, c'est que le nom, lui, il est discontinu et homogène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un nom, si on est dans tel et tel dialecte, alors on n'est pas dans celui d'à côté. C'est donc le nom qui fait la chose, ce n'est pas la chose qui fait le nom. Regardez encore un exemple. Les lignes discontinues sont des frontières étatiques. Vous avez un point A, un point B et un point C. Vous voyez que la distance kilométrique entre A et B est supérieure à la distance entre B et C. Mais le problème, c'est que si B et C sont, bien que proches, dans des états différents, alors on va dire, moi je ne le dirai pas, mais certains diront que B et C appartiennent à des langues différentes, alors que A et B, qui sont plus éloignés, sont supposés appartenir à la même langue. Et ça, c'est le désastre du traité de Versailles en 1919, parce que malheureusement, les décisions politiques de fabrication des frontières et des États au traité de Versailles en 1919 se sont fondamentalement appuyées sur des considérations linguistiques. Et le président Wilson, le président des États-Unis, qui n'y connaissait strictement rien, est arrivé avec un principe merveilleux d'une grande générosité. Ça s'appelait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
C'est beau le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand les populations sont mélangées. Alors, résultat, c'est qu'on a des Slovaques en Hongrie et des Hongrois en Slovaquie. Et ça se passe très très mal. Et petit à petit, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Arrivons maintenant dans ce pays malheureux que personnellement j'aime beaucoup. J'y suis allé souvent. J'y suis allé en voiture. C'est juste à 3 jours de Lviv est à 3 jours de voiture de Lausanne. Voilà. Ça, ce sont les Carpates ukrainiennes, un endroit qui a été entièrement gelé pendant 50 ans à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et du fait que cette région, au nord des Carpates, était en Pologne et au sud était en Hongrie, a été est rentrée, comme on dit, dans le giron soviétique. Pendant 50 ans, il était rigoureusement interdit aux étrangers d'arriver là. Et maintenant, on peut encore, il y a 3 semaines, y aller dans un endroit qui est l'Europe du 19e siècle, où on fait encore les foins à la main, où il n'y a quasiment ni route ni hôtel. Alors, pourquoi la questione della lingua, inventée par les Toscans à l'époque de Dante? Parce que là, on est bien dans la construction identitaire par le domaine de la langue. Regardez bien, 1929. L'époque où la question de la langue était prédominante fut la plus romantique dans l'histoire de la Subcarpathie. La Subcarpathie, c'est cet endroit dont je viens de montrer une photo. C'est la région des Carpates qui était autrichienne avant la Première Guerre mondiale, polonaise et hongroise avant la Deuxième Guerre mondiale, soviétique entre 1945 et 1989 et actuellement, on ne sait pas pour combien de temps encore, ukrainienne. Donc, imaginez seulement, partout dans les villes et les villages, dans les salles de lecture, les théâtres, les bureaux de l'administration et les cafés, partout où qu'il y ait du monde pour parler, on ne faisait que parler sans cesse de la question de la langue. Oh, quelle époque c'était! Quand, par exemple, le temps ne changeait pas pendant des semaines entières et que les gens n'avaient plus de sujet de conversation, il y avait toujours un thème tout trouvé, la question de la langue. Alors, vous comprenez à quel point nous autres, pauvres linguistes, on est sollicités actuellement. Parce que précisément, pourquoi c'était une question, la langue, alors que dans d'autres endroits, ça ne l'est pas. Bon, par exemple, ici, personne ne se bat pour la langue, alors que là, on ne parlait que de ça. La question est insoluble. Quand on demande quelle langue parle-t-on en Ukraine, ou qui parle quelle langue en Ukraine, on ne peut pas répondre. Malheureusement, les statisticiens qui adorent faire des statistiques, eux, ont des réponses toutes trouvées. Regardez cette carte. C'est le genre de carte qu'on trouve en abondance sur Internet. Cette carte est un scandale. C'est complètement faux de faire une carte comme ça. Comme si, vous voyez, d'un côté, on avait des Ukrainiens, des ukrainophones, et de l'autre côté, des russophones, avec une frontière parfaitement délimitée. Ce qui est, à mon avis, horrible, regardez bien ce qu'ils disent. Les Ukrainiens ethniques. Donc, parmi les Ukrainiens ethniques, il y en a qui sont essentiellement ukrainophones, d'autres qui sont de façon prédominante ukrainophones. Il y a des Ukrainiens ethniques qui parlent le russe, et là, vous avez des Russes ethniques qui parlent le russe. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un Ukrainien ethnique qui parle russe? C'est strictement incompréhensible. Donc là, on est dans un discontinu, dans l'invention des statisticiens, des dirigeants politiques. Cette carte n'a strictement aucune utilité, aucune valeur. Elle ne veut rien dire, parce que la grande majorité des habitants de l'Ukraine sont bilingues, ou du moins ils comprennent parfaitement la langue de l'autre, même s'ils ne sont pas totalement bilingues. D'autre part, une même personne peut utiliser plutôt le russe ou plutôt l'ukrainien en fonction de son interlocuteur, en fonction de la situation d'interlocution. Et puis, on va y arriver après, je crois. Voilà. J'ai fait une expédition avec mes doctorants en Ukraine occidentale il y a une bonne quinzaine d'années. Et le prétexte de notre expédition, c'était de demander aux gens quelle langue parlez-vous. En fait, on a fait beaucoup de randonnées en montagne, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que assez souvent,
lorsqu'on s'adressait à des gens qui ne sont pas des intellectuels, le boulanger du coin, on leur demandait quelle langue parlez-vous, et réponse rozmawlia jemo po naszemu, c'est-à-dire on cause comme on cause. Voilà, c'est notre façon de parler. Et ne pas donner un nom. On cause comme on cause. C'est la langue de notre village. Point. Alors, c'est les intellectuels qui posent problème, parce que eux, ils adorent mettre des noms sur les choses, alors que les gens normaux, ils s'en foutent complètement. Bon, je sais que je caricature un petit peu, pardonnez-moi, mais il faut bien comprendre que le nom n'est pas une preuve. Alors, pourquoi est-il impossible de dresser une carte des langues en Ukraine ? À cause du bilinguisme ou de la diglossie, c'est-à-dire une fois de plus, parce qu'on utilise une variante plutôt qu'une autre en fonction de la situation. Il existe en plus un phénomène qui s'appelle le sourjik. C'est une sorte de mélange entre les deux, et ce mélange peut être plutôt tiré vers l'ukrainien, plutôt tiré vers le russe, et ça dépend des régions, ça dépend encore une fois des situations. Et le fait que ce mélange, ce sourjik, puisse être tiré d'un côté ou de l'autre, ça ressemble énormément au yiddish, parce qu'en yiddish, qui est une base germanique, avec énormément de mots slaves, on peut avoir un yiddish plutôt slavisé, plutôt germanisé, etc., etc. Donc vous voyez qu'une langue est un phénomène à géométrie variable qui n'a rien à voir avec une norme constituée. Ah oui, et puis, attendez, j'ai oublié. Réponse subjective à la question de la langue dans les recensements. Alors, en Ukraine actuelle, dans les recensements, l'officier de recensement pose la question « Quelle est votre langue ?» Et là, à la différence de la Russie, on peut répondre ce qu'on veut. Donc, il y a des gens qui disent « Ma langue, c'est l'ukrainien », en imaginant parler ukrainien, alors qu'en réalité, ils parlent sourjik. Même chose pour ceux qui répondent « Je parle russe », alors qu'en réalité, c'est peut-être du sourjik sans qu'ils le sachent. Alors, il ne faut pas confondre la norme et l'usage. Quand j'avais appris quelques mots d'ukrainien, j'étais tout fier de les utiliser. Et on avait à Lausanne une amie ukrainienne, et je lui dis « Yaksia Mayesh ». Le résultat était catastrophique. Elle m'a dit « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Tu parles comme un Ukrainien de l'Ouest. Rozmawляєш jako західний українець. Il fallait dire як ти почуваєшся ». Ce que moi je considère comme simplement du russe prononcé avec l'accent ukrainien. Donc vous voyez que là encore, on est dans un continuum, on est dans un mélange. Alors pourquoi les normes de l'ukrainien sont-elles si fluctuantes ? Parce que l'histoire de la constitution normalisée de cette langue a été très 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 difficile, puisque au XIXe siècle, l'ukrainien était purement et simplement interdit. Et le ministre d'Alexandre II, Piotr Walujew, après le soulèvement de la Pologne en 1863, a écrit dans un décret célébrissime que la langue ukrainienne n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. Et vous comprenez bien que quand on a fait un minimum de philosophie et de logique, quand on dit ça n'existe pas, c'est précisément parce que ça existe, parce que si ça n'existait pas, on n'aurait pas besoin de dire que ça n'existe pas. Voilà. Alors, je fais une parenthèse sur la langue biélorusse. La langue biélorusse, tout comme à peu près l'ukrainien, a été normalisée à deux moments différents. Au début de la guerre civile en 1918, un intellectuel biélorusse, Tarashkevitch, a formé l'orthographe et les normes de la langue biélorusse. Mais à l'époque stalinienne, à la fin des années 30, une autre norme a été imposée. Donc la première norme a beaucoup de rapports avec le polonais, tandis que la deuxième norme, la norme soviétique, a été faite de façon à rapprocher au maximum le biélorusse du russe. Résultat, nous avons encore à l'heure actuelle deux langues biélorusses différentes, la tarashkevitsa et la narkomovka,
Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il existe 2 Wikipédia différents biélorusses. Le Wikipédia en Tarashkevitsa et le Wikipédia en Narkomouka. Et en Biélorussie, on peut connaître les opinions politiques de quelqu'un simplement à faire son orthographe. Parce que si on écrit Sniek avec un sigmou, on est plutôt un opposant à Loukachenko, alors que si on écrit Sniek sans sigmou, on est plutôt du côté de Loukachenko. Donc vous voyez à quel point, une fois de plus, notre métier est passionnant. Si vous voulez devenir linguiste, vous savez à qui vous adresser. Alors, encore une chose que je trouve tout à fait intéressante, c'est le problème de comment on fait la frontière entre 2 dialectes. Alors, regardez bien. Surtout dans les pays de montagne, vous savez que chaque vallée, plus une vallée est isolée, et plus la différence dialectale est importante avec la vallée d'à côté. Donc, si vous êtes un intellectuel du genre le curé de la paroisse ou bien l'instituteur, vous allez faire une norme pour chaque vallée. Donc, cogne, ça veut dire le cheval. Alors, voilà, on va dire, dans un village, on dit cogne, dans un autre, on dit cogne, dans un autre, on dit king. Donc, on a 3 langues. Maintenant, si vous êtes un instituteur d'une petite bourgade un petit peu plus dans la vallée, vous allez dire tout ça, c'est des variantes du même. Alors, on va inventer, par exemple, vous voyez, une orthographe avec un système tout à fait artificiel. Et on va dire qu'avec cet accent circonflexe sur le O, n'importe qui pourra prononcer à sa façon, mais ce ne sera qu'une variante du même. Donc là, on est dans la différence, et là, on est dans la similitude. Mais on est toujours dans ce problème absolument sans solution. Que faire des similitudes approximatives? Est-ce qu'on est dans le même ou est-ce qu'on est dans le différent? Une pensée essentialiste va toujours chercher à fabriquer de l'essence, alors qu'une pensée nominaliste dira « eh ben, c'est comme on veut ». Ça n'empêche pas qu'une norme est nécessaire. Un État a besoin d'une langue normative. Ils font une langue du droit, une langue de l'administration. C'est tout à fait évident. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas en demandant aux gens comment vous parlez qu'on va fabriquer des frontières. Autre problème très intéressant, pourquoi on ne peut pas cartographier les langues? Parce que, voilà, on est en Ukraine. Ça, c'est le bord de la rivière qui s'appelle la Tisa. De l'autre côté de la rivière, c'est la Roumanie. Alors, regardez bien. Ce village a 3 noms. Solotfino en ukrainien, Slatina en roumain et Anaxlatina en hongrois. Ça veut dire le salin. C'est un endroit où il y a du sel. Alors, pourquoi ce village a 3 noms? Tout simplement parce que dans le même village, dans la même petite ville, il y a 3 communautés différentes qui envoient leurs enfants dans 3 écoles différentes. Et ces 3 communautés bénéficient d'un statut officiel. Leur langue est reconnue en tant que langue parlée par des citoyens ukrainiens, non pas de nationalité, mais de langues différentes qui sont aussi le hongrois ou le roumain. Alors, il ne faut pas imaginer que je sois un ukrainolâtre, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Ukraine. Et en particulier, dans cette région dont je vous parlais, il y a des gens qui considèrent que leur façon de parler l'ukrainien n'est pas du tout le même ukrainien que celui de Kiev. Ce sont les Rutènes, Rusénés. Alors, à partir de là, regardez comment ça marche. Le gouvernement slovaque, qui a une minorité d'ukrainophones de l'autre côté des Carpates, considère que le rutène est différent de l'ukrainien. Par conséquent, on va avoir des manuels scolaires en rutène. Mais le gouvernement ukrainien, lui, qui admet très bien qu'il y ait des gens qui parlent le roumain ou le hongrois, n'admet pas qu'il y ait des gens qui parlent le rutène, puisque pour eux, le rutène n'est que de l'ukrainien mal prononcé. Donc vous voyez, l'existence d'une langue est un problème politique, et une fois que vous aurez demandé aux gens ce qu'ils parlent, vous ne serez pas plus avancé.
Même chose, dans toute cette région, vous voyez, on est en bilinguisme. Biserica Alba ou Bila Cerkva, ça veut dire l'église blanche, et en haut, on est en ukrainien, en bas, on est en roumain. Mais de l'autre côté de la rivière, en Roumanie, c'est la même chose. Il y a aussi des villages qui sont soit romanophones, hongrophones ou ukrainophones. Alors, encore une chose que je trouve tout à fait intéressante, ça, c'est une photo que j'ai prise tout à fait au début des années 2000. Il y avait l'indépendance avait 2 ou 3 ans. Vous voyez, tous les O ont été remplacés par des I. Alors pourquoi? Parce que quand on a un O en russe, on a un I en ukrainien. Donc, ce qui était une façon russe d'écrire l'ukrainien est devenu avec un petit pot de peinture de l'ukrainien authentique. Donc on sait maintenant que si on a un I et pas un O, on est bien en territoire ukrainien. Mais vous voyez, encore une fois, à quel point nous sommes dans un relativisme. C'est bien la forme qui fait le contenu et pas le contenu qui fait la forme. Alors pourquoi arriver à ce grand moustachu? Parce que lui était spécialiste des questions nationales. Et en 1913, alors qu'il était en exil à Cracovie, il répond à une demande de Lénine de définir qu'est-ce que c'est que la nation juive. Pourquoi? Parce que l'organisation juive du Bund, les bundistes, réclamaient une autonomie culturelle et Staline devait montrer que les juifs ne sont pas une nation. Comment prouver que les juifs ne sont pas une nation? Eh bien, c'est très simple, on fait une définition de la nation. Staline 1913, la nation est, regardez bien, une communauté humaine stable, historiquement constituée, née sur la base d'une communauté, ça c'est important, de langue, de territoire, de vie économique, de formation psychique, qui se traduit dans une communauté de culture. Vous voyez que le mot communauté est répété 3 fois, et j'attire votre attention sur 2 choses. Communauté de langue, comme les juifs ne parlent pas une langue, hein, certains le yiddish, mais d'autres autre chose, ça ne marche pas, et formation psychique. Alors, formation psychique, en russe, psychicheski sklad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous ne le saurez jamais. Mais ça ressemble énormément à ce que les romantiques appellent le caractère national. Donc, gardez bien ça en tête, parce que, vous voyez, je me permets de citer le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, où la nation est une catégorie transitoire et prolétaires de tous les pays, unissez-vous, qui était écrit sur le fronton de tous les bâtiments soviétiques et sur les billets de banque. Ça n'a rien à voir avec la définition ethnographique de Staline. Comment se débrouiller de cette contradiction? Eh bien, c'était impossible, c'était contradictoire. Voilà. Donc, dans cette idéologie essentialiste naturaliste, la question est ontologique, c'est-à-dire qu'on parle de l'existence même des choses et non pas du signe qui est accordé à la chose. Alors, la partie ou le tout, dialecte ou langue, on est petit russien, russe du Sud ou ukrainien. Selon le mot que vous allez utiliser, vous allez avoir une représentation politique différente. Alors, je pense que les catégories que nous utilisons doivent être soigneusement définies et il est impossible de parler du bilinguisme dans une idéologie essentialiste. Donc, vous voyez ici la souffrance d'un Ukrainien qui a 2 langues. Comment faire? Comment être soi-même? Qu'est-ce que c'est qu'une identité collective lorsqu'on a 2 langues? Eh bien, dans cette idéologie naturaliste, essentialiste, c'est impossible. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de langue. Alors, langue nationale, langue littéraire, langue d'État, langue du peuple. Regardez bien. Dans l'Empire austro-hongrois, avant la Première Guerre mondiale, vous savez que depuis 1867, il y avait d'un côté l'Autriche, de l'autre côté la Hongrie, qui étaient des États unis, mais avec une très très forte autonomie. À cette époque-là, on faisait également, bien sûr, des recensements de population. Mais la question qu'on posait du côté autrichien, c'était Umgangssprache, c'est-à-dire votre langue d'usage, alors que du côté hongrois, on demandait Muttersprache. Or,
Muttersprache, c'est pas du tout évident. Parce que les Hongrois avaient une façon très particulière de fabriquer des Hongrois. C'est-à-dire que tous les enfants en bas âge, moins de 2 ans, quelle que soit la langue parlée par leurs parents, comme ils ne parlaient pas les enfants, on ne pouvait pas leur demander, donc ils étaient hongrois. Et puis, si quelqu'un avait un parent hongrois et un parent slovaque, il était automatiquement hongrois. Et les juifs n'existaient pas, donc ils étaient considérés comme hongrois. Mais vous voyez que la façon même de poser la question entraîne, bien sûr, des réponses différentes. Alors, on va parler de quelque chose qui est malheureusement intraduisible, que moi je ne sais pas comment traduire. Voyez. Qu'est-ce que ça veut dire Ridna mova en ukrainien, Radnoy jazyk en russe, Rodnaya mova en biélorusse? C'est une sorte de langue de la lignée. Rod, c'est l'équivalent de gens en latin et de genos en grec. J'avais autrefois une stagiaire biélorusse qui me dit en français: ma langue maternelle, c'est le biélorusse, mais je ne le parle pas. Voilà. Ma langue maternelle, c'est le biélorusse, mais je ne le parle pas parce qu'à la maison, je parle russe. Donc vous voyez qu'en terrain francophone, encore une fois, on a l'impression d'avoir affaire à des extraterrestres, parce qu'on ne parle pas la même langue, au point de vue même du sens. Ma langue maternelle, je ne la parle pas, ça n'a aucun sens, ce n'est pas possible. Parce qu'elle traduisait Rodnaya mova, c'est-à-dire cette langue de la lignée. Par loyauté envers son appartenance culturelle, elle pensait que sa langue du cœur devait être le biélorusse, même si elle était incapable de la parler. Alors, malheureusement, je ne sais pas comment traduire ça. C'est pas possible. Peut-être, si je dis la langue de la lignée, personne ne va comprendre. Mais vous devez bien voir que nous ne parlons pas de la même chose parce que nous ne découpons pas le réel de la même façon. Ça, c'est vraiment très ennuyeux. Alors, nous sommes dans un conflit entre deux logiques. Une langue a une fonction communicative, mais aussi une fonction symbolique, identitaire. Les Serbes et les Croates parlent la même langue, mais imaginent qu'ils parlent des langues différentes et peuvent s'écharper pour cette raison. Alors, encore une fois, je ne suis pas un ukrainolâtre. Il y a en Ukraine les adversaires, comme très souvent, les adversaires partagent les mêmes valeurs. Donc, il y a aussi une bande de dingues en Ukraine qui considère qu'on ne peut pas exister en dehors de son groupe linguistique auquel nous sommes censés appartenir, en blanc ou noir, pas en intermédiaire. Donc j'étais à Lviv en 2012 et je suis tombé par hasard sur une grande fête de la langue ukrainienne. Vous voyez, on est ici dans la zone de la langue ukrainienne. Alors, regardez bien les arguments qui sont proposés. La langue est le cœur de la patrie. Mova serce batkrivtchiny. Et puis, il y avait tout un tas de petites citations de ce type. La langue est le code génétique de la nation. C'est très, 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 très délicat, cette métaphore biologique. Vous voyez, le code génétique de la nation. Autre citation, là où est le territoire de la langue ukrainienne, là est le territoire de la souveraineté ukrainienne. Vous voyez, c'est exactement la même chose que la carte que je vous ai montrée tout à l'heure du Parti nationaliste occitan, où le territoire est linguistique et la langue est cartographiable. Exactement comme vous avez la limite nord de la culture de l'olivier, par exemple, c'est très très facile. À partir d'un moment où vous allez vers le nord, il n'y a plus d'olivier, donc on fait une ligne. Alors là, c'est la même chose. On va voir où une langue est parlée, où a été parlée, et on trace une frontière. Je pense que c'est catastrophique de voir les choses comme ça. Et surtout pour l'Ukraine, ça ne correspond rigoureusement à rien. Sans langue, pas de patrie. Sans patrie, tu n'existes pas. Donc, vous voyez qu'une fois de plus, on est bien dans un problème profondément anthropologique. Si vous n'êtes pas entièrement déterminé par la langue de votre patrie, vous n'existez pas. Comment peut-on parler de démocratie et de choix personnel à l'intérieur d'un système de pensée de ce type? Donc, Ukraine une seule langue d'État. Ça, bien sûr, c'est typiquement un programme jacobin. Sauf que
la constitution de la langue française qui s'est faite avec violence contre les patois n'a pas eu les mêmes conséquences que la constitution d'une nation ukrainienne sur des bases linguistiques. Il faut bien reconnaître que, sans parler d'idioties comme le génocide au Donbass, il y a eu des humiliations, à savoir que le nombre d'écoles russophones à un certain moment a été diminué au profit du nombre d'écoles ukrainophones et qu'à un certain moment, on a empêché les enfants d'apprendre le russe à l'école. Mais ça, c'est un terrain extrêmement délicat où je ne peux pas aller plus loin. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'ici, on a typiquement un programme jacobin. Un État a une langue et pas deux. Donc, nous avons... Ça traîne un peu partout, surtout dans l'Ouest, vous voyez. Non à la russification de ma nation. Alors, voilà, maintenant, c'est très intéressant. Il ne faut pas croire que les russophones d'Ukraine sont des russophiles. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous montrer des arguments des pro-russes qui ne sont pas anti-ukrainiens. Dans cette malheureuse ville de Mykolaïv qui est en train d'être rasée sous les bombes, mais ce qui compte, voilà. Regardez bien. Cette affiche dit « Je suis ukrainienne et je parle ma langue maternelle, le russe ». C'est-à-dire c'est une déclaration de loyauté d'une citoyenne ukrainienne russophone, mais pas russophile. Et pas russophobe non plus, bien entendu. Or, vous savez à quel point il est très facile de détourner une image avec Photoshop, et les extrémistes ukrainophiles ont pris la même photo et ça donne « Ya pradajnaya ». Je suis une traînée et je parle ma langue maternelle, le russe. Voilà. Ce discours de haine est une catastrophe parce qu'on ne peut pas fonder un État de cette façon-là. Alors, je vais terminer avec quelques hypothèses dans l'histoire intellectuelle. Pourquoi la langue et pas la religion ou la nourriture ou le vêtement? Au début du XIXe siècle, il y a une confluence en Russie ou en Europe orientale entre le romantisme allemand, pensez à Fichte, le discours à la langue allemande, et puis Humboldt, pour qui les mots de notre langue sont le contenu de notre pensée. Refus ou incompréhension des principes de la Révolution française de 1789, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais pensez aux grands intellectuels anti-révolutionnaires de la France, comme on avait Edmund Burke en Angleterre, on a eu Louis de Bonald. Et Louis de Bonald nous sert quelque chose qui est fondamental. On pense sa langue avant de parler sa pensée. C'est-à-dire que, vous voyez, on ne peut pas penser en dehors d'une langue déterminée. Et puis, Joseph de Maistre, son pendant anti-révolutionnaire, qui a été ambassadeur de la Savoie à Saint-Pétersbourg jusque vers 1830, l'homme ne connaît pas. Je connais des Allemands, je connais des Français, je connais des Russes, mais l'homme, ça n'existe pas. Apportez-moi un homme, j'aimerais le rencontrer. Et vous avez, avec cette citation de Joseph de Maistre, tout le programme de n'importe quel discours nationaliste anti-globalisation, mais aussi anti-humanité en général. Alors, d'un côté, donc, le romantisme allemand, mais de l'autre côté, l'orthodoxie, avec le césaropapisme, c'est-à-dire que la religion n'est pas universelle, mais nationale. Les églises orthodoxes sont autocéphales, c'est-à-dire qu'elles sont entièrement inféodées au pouvoir politique. Vous avez peut-être entendu parler du fait que le patriarche Kirill, le patriarche russe, soutient entièrement la politique de Poutine. Un lien intrinsèque entre le signe et le référent. Donc, regardez ces deux images, elles me semblent importantes. C'est que, vous voyez, du côté catholique, on peut représenter anthropomorphologiquement la Vierge et l'enfant, alors que du côté orthodoxe, ce n'est pas possible, parce que les orthodoxes ont été très très proches des juifs et des musulmans.
avec l'interdiction de la représentation anthropomorphique des êtres humains. Alors, pourquoi cette interdiction? Parce qu'il y a l'idée que le signe, c'est la chose, et qu'il ne peut pas y avoir de forme sans contenu, ni de contenu sans forme. Et de Staline aux philosophes religieux, en passant par Nicolas Marr, un même principe. Voilà, une forme sans contenu n'est pas une forme, pas plus qu'un contenu sans forme n'est un contenu. Ça, c'est fondamental. Et alors, petit mot pour mes amis linguistes, vous comprenez que l'arbitraire du signe chez Saussure n'a strictement aucune possibilité, aucun sens, si vous êtes dans l'idée qu'une forme sans contenu n'est pas une forme. Parce que dans cette idéologie, on est dans le rapport signe-référent et non pas dans la trilogie signifiant, signifié, référent. Bon, je ferme ma parenthèse pour mes copains linguistes et je continue. Donc, ça a aussi, encore une fois, il faut passer par l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe dans la linguistique en Allemagne dans les années 30? Il y avait une façon d'étudier la langue qui s'appelle Sprachinhaltforschung, c'est-à-dire la recherche du contenu de langue. Ce n'est pas complètement inintéressant. C'est-à-dire que des formes grammaticales ont un rapport avec le contenu de pensée. Prenez par exemple toute la discussion sur les constructions impersonnelles. Quand vous dites j'ai froid ou bien es ist mir kalt, est-ce que vous avez froid de la même façon? Moi, je considère que oui, mais il y a des gens qui considèrent que non. Que quand on dit es ist mir kalt, vous ne mettez pas le sujet en avant. Au sujet de ce sujet, quand on dit j'ai froid ou I am cold, on aurait donc le sujet qui dit qu'il possède le froid. Tandis que dans Es ist mir kalt, le sujet est englobé dans le froid. Vous voyez, il devient un experiencer, comme on dit en américain, et pas un sujet actif. Donc, ce n'est pas complètement inintéressant de s'occuper du contenu sémantique des formes grammaticales. Mais le problème, c'est qu'il est très, très, très facile de le faire dériver dans un déterminisme absolu. À savoir que si on parle telle langue, alors on pense de telle façon. C'est-à-dire que, attendez, j'y arrive, la conséquence est importante, il n'y a aucune place pour la notion de discours, puisque c'est la langue de la nation tout entière qui en tient lieu. Vous voyez ? Alors, je répète, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'à l'intérieur d'une même langue, vous pouvez tenir des discours totalement différents. Imaginez une émission de télé où on fait venir un représentant d'un parti de droite et d'un parti de gauche. Tous les deux parlent la même langue sans aucun problème, et puis ils vont se disputer sur le sens des mots, par exemple sur le sens de la nation. Alors, n'imaginez pas que le présentateur va leur dire « Attendez un instant, je vais vite vérifier dans le dictionnaire quel est le sens vrai, et puis je vais vous redire. » Ce n'est pas possible, vous voyez, parce qu'un même mot peut avoir des sens tout à fait différents en fonction des positions de ceux qui les emploient. Ça ne nous empêche pas de parler la même langue, mais de tenir des discours différents. Or, si vous pensez que la forme et le contenu sont intrinsèquement, indissolublement liés, alors dans ces cas-là, eh bien, il ne peut plus y avoir de place pour la notion de discours, et on tombe dans ce qu'on appelle le néo-humboldtianisme, à savoir cette idée, à mon avis, extrêmement dangereuse, que nous sommes entièrement déterminés par la langue que nous parlons. Voilà. Dziękuję za uwagę. Merci pour votre attention.